Pour explorer la structure des noyaux et étudier les propriétés des particules élémentaires, la physique moderne a besoin d'accélérateurs sans cesse plus puissants. Il en existe des types variés, soit par les particules accélérées, protons ou électrons, soit par le mode d'accélération, circulaire ou linéaire. L'accélérateur linéaire produit un faisceau très parallèle d'électrons qui, vu leur caractère ponctuel, constitue une sonde excellente. Le courant est généralement plus élevé qu'avec un accélérateur circulaire et les électrons sont aisément extraits en un faisceau très bien défini. Enfin, chaque électron ne frappe la cible qu'une seule fois, ce qui rend possible une mesure absolue, précise, du nombre d'électrons qui la traversent. Le procédé d'accélération linéaire consiste à soumettre les particules au champ électrique d'une onde ayant la même vitesse qu'elle. Cette onde est représentée par une courbe qui matérialise les variations du champ électrique. Au cours du temps, cette distribution sinusoïdale semble se déplacer à une vitesse donnée. Imaginons que des particules chargées se déplacent à une vitesse très voisine de celle de l'onde. Certaines particules sont soumises à un champ nul. Elles conservent la même vitesse que l'onde. D'autres sont soumises à un champ qui les accélère. D'autres, enfin, à un champ qui les ralentit. Tandis que ces dernières sont progressivement perdues, les autres, toujours accélérées, se groupent en paquets centrés sur la crête d'une onde déterminée. Quelle est alors la constitution générale d'un accélérateur? Une source de puissance haute fréquence. Une structure pour guider cette puissance. Une source d'électrons. Un champ magnétique focalisateur pour empêcher le faisceau de diverger. Enfin, une enceinte à vide avec ses moyens de pompage et les systèmes de commande, de contrôle et de sécurité. La protection contre le rayonnement est assurée par des murs épais de béton. Telle est la constitution du grand accélérateur linéaire d'Orsay. Les 130 mètres du guide accélérateur sont divisés en 22 sections d'environ 6 mètres chacune. Lorsque les électrons pénètrent dans le guide accélérateur, ils doivent posséder une vitesse déterminée. Ces électrons sont émis par un canon qui comprend une cathode en tungstène à chauffage direct, une anode et une électrode de focalisation. Les électrons sont focalisés en un faisceau convergent qui pénètre dans le rassembleur, premier élément du guide accélérateur. Un champ magnétique axial empêche le faisceau de diverger sous l'effet de répulsion des électrons entre eux. Dans le guide accélérateur proprement dit, les électrons sont entraînés par l'onde haute fréquence. Pour cela, cette onde doit avoir une vitesse de phase égale à la vitesse des électrons. Cette vitesse est obtenue en donnant au guide, dans lequel elle se propage, une structure périodique convenable.
Aussi, le guide est-il formé par une succession de cavités en cuivre de très haute conductibilité électrique. Elles sont couplées entre elles par des trous centraux appelés iris. Chaque cavité constitue un circuit résonant self-capacité. D'une part, les valeurs de la self et de la capacité vont fixer la fréquence de résonance. D'autre part, la longueur des cavités détermine la vitesse de phase de l'onde. Un petit piston traverse la paroi de chaque cavité. C'est lui qui permet l'ajustage de la fréquence de résonance. Les pièces sont empilées par section sur des barres qui assurent un alignement rigoureux. Chaque section est équipée d'une tête haute fréquence. C'est par cette tête qu'arrive la puissance électromagnétique. Le vide est maintenu par des pompes régulièrement réparties. Enfin, l'alignement rigoureux du guide accélérateur dans la tranchée est assuré par des vérins réglables. La puissance haute fréquence provient de tubes électroniques spéciaux, les clistrons, situés à l'étage supérieur. Ces clistrons sont analogues à ceux que l'on utilise dans les radars. Un premier clistron, appelé pilote, fournit une onde oscillante à une fréquence très bien définie. Cette onde est amplifiée par chacun des 22 clistrons alimentant leurs sections respectives. Chaque clistron a son alimentation propre, le modulateur. Celui-ci fournit 50 fois par seconde une très brève impulsion de courant de 270 kV de tension. Une très grande quantité d'énergie est nécessaire à cette impulsion. Elle provient de condensateurs associés à des selfs, condensateurs que l'on décharge brutalement dans un transformateur à l'aide d'un éclateur. Entre chaque impulsion, ces condensateurs sont rapidement rechargés. Voici une vue en coupe d'un clistron. Le canon émet un faisceau d'électrons à grande vitesse qu'un champ magnétique maintient dans l'axe du clistron. Un signal haute fréquence module le faisceau et les électrons groupés en paquets cèdent leur énergie à la cavité de sortie. L'assemblage du clistron est effectué par brasage d'éléments en cuivre et terminé par scellement à l'argon arc. Le clistron est dégazé par étuvage prolongé à 450 degrés centigrades. L'opération se poursuit en l'amenant progressivement à fonctionner à tension maximum.
Les premiers modèles de clistrons pour accélérateur fournissaient 5 MW et 20 MW crête et une puissance moyenne de quelques kilowatts. On construit maintenant des clistrons fournissant jusqu'à 30 MW crête et une puissance moyenne de 30 kW. L'accélérateur d'Orsay est actuellement en cours d'extension. Il est prévu de l'allonger d'une centaine de mètres, ce qui portera son énergie maximum à la valeur de 2,3 milliards d'électronvolts. Dans son état présent, il peut accélérer les électrons jusqu'à une énergie de 1,3 milliard d'électronvolts. Les électrons accélérés peuvent être dirigés sur un anneau de collision. Par ailleurs, il est prévu plusieurs zones d'accélération à des énergies inférieures. Les électrons sont dirigés vers les salles d'expérience correspondantes grâce à des systèmes de déflexion. Les aimants qui dévient les électrons en sont l'un des éléments essentiels. Un premier aimant à champ magnétique uniforme dévie les électrons de 30 degrés. Son rôle est analogue à celui d'un prisme en optique. Comme le prisme, en effet, il dévie le faisceau en lui donnant une dispersion importante et les électrons qui ont une énergie un peu différente sont plus ou moins déviés. Des fentes permettent de sélectionner une bande d'énergie comme on choisit une bande de longueur d'onde après un prisme. Un deuxième aimant dévie les électrons de 30 degrés dans l'autre sens. Enfin, des lentilles magnétiques focalisent le faisceau pour que la région frappée par les électrons soit aussi réduite que possible. Ces systèmes de déflexion ont donc un rôle double: extraire les électrons à l'énergie désirée et améliorer les qualités du faisceau dirigé sur la cible. Les électrons sortent du tube à travers une mince fenêtre d'aluminium. Ils forment un faisceau quasiment parallèle, de moins de 1 cm² de section et d'énergie définie à 0,5% ou mieux. Autant de qualités précieuses pour l'expérimentateur. Précisons que 10 000 milliards de particules traversent la cible par seconde. À la plus haute énergie, la déviation est d'une structure plus complexe. Les aimants en sont encore les éléments essentiels. Mais cette fois, 3 aimants identiques dévient le faisceau successivement vers la droite, vers la gauche et de nouveau vers la droite. La trajectoire est normale aux 2 phases d'entrée et de sortie. Les distances entre aimants sont choisies pour que le foyer radial de chaque aimant se trouve au centre de l'aimant suivant. Grâce à cette disposition, le faisceau entrant parallèle est transformé en un faisceau sortant parallèle et de même dimension, même si les électrons n'ont pas tous la même énergie. Les fentes d'analyse jouent le même rôle que pour les autres déviations. Enfin, 2 lentilles magnétiques permettent de focaliser le faisceau sur une cible placée en un point quelconque de l'axe dévié.
Les avantages de ce système de déflexion sont donc une grande souplesse d'utilisation alliée à une grande facilité de réglage. Ces réglages sont tous effectués à distance depuis la salle de commande. Simultanément, toutes les manœuvres sont rigoureusement contrôlées. Le réglage d'un accélérateur de haute énergie comporte un grand nombre de paramètres. Certains sont indépendants les uns des autres et peuvent être réglés au début du tir. D'autres, au contraire, impliquent des réglages non indépendants qui doivent être contrôlés en cours d'expérience. La télévision permet de surveiller l'étendue géométrique du faisceau à son arrivée sur la cible dans l'une des salles d'expérience. Il existe une telle salle par zone d'expérimentation. Ici, la salle a 250 mégaélectronvolts. En général, la cible est très mince pour éviter les collisions multiples. La quasi-totalité des électrons la traverse sans subir de collision. Pour les compter, on interpose sur leur trajet un mesureur à électrons secondaires. Une fraction infime des électrons entre en collision avec les noyaux de la cible. Les électrons sont alors déviés en perdant de l'énergie. Les noyaux heurtés reculent sous le choc. Dans le cas de l'hydrogène, des protons peuvent même être éjectés de la cible. Seules doivent être détectées les particules déviées dans un angle donné et qui ont une énergie déterminée. Leur tri s'effectue grâce au spectromètre. Celui de la salle à 250 MeV est équipé d'un aimant dont le champ courbe les trajectoires des particules de 180 degrés pour les amener au compteur. Ces trajectoires ont un rayon de courbure qui dépend de l'énergie des particules. En faisant varier le champ de l'aimant, on peut donc faire varier le rayon de courbure des trajectoires et ne compter que les particules qui ont une énergie déterminée. Effectuer ce tri en énergie est ce que l'on appelle faire un spectre. L'angle d'émission est choisi en fixant le plan vertical du spectromètre qui peut tourner autour de la cible. À 500 MeV, la salle de cible a un équipement semblable. Ici encore, la grande majorité des particules accélérées traversent la cible sans être déviées. Un mesureur à électrons secondaires les décompte. Une particularité cependant, cette salle comporte 2 spectromètres. Ce dispositif permet une étude particulière. En effet, à la suite d'un choc, 2 particules peuvent sortir de la cible. L'électron qui a heurté un noyau et une particule, généralement un proton, issu de ce noyau. Il est intéressant de pouvoir détecter ces 2 particules à la condition d'avoir la certitude qu'elles proviennent toutes les 2 du même choc.
Grâce à un dispositif électronique appelé circuit de coïncidence, on ne compte les particules que si elles arrivent simultanément aux deux compteurs à moins d'une petite fraction de millionième de seconde près. Les deux spectromètres peuvent être orientés à volonté autour de la cible. La salle de cible à 1 gigaélectronvolt présente quelques particularités. Les particules détectées par le spectromètre sont en nombre très petit par rapport aux autres particules qui provoquent un important bruit de fond auquel le compteur est sensible. Pour pallier cet inconvénient, la trajectoire des particules est courbée vers le bas. Le compteur se trouve ainsi placé au fond d'une fosse de béton où le bruit de fond est moins important. Son blindage est d'autant plus efficace. Comme dans les cas précédents, ce spectromètre ramène au compteur les particules issues de la cible dans une direction choisie. Il est constitué de 3 aimants. Ce qui rend possible le comptage de toutes les particules déviées, même si leur énergie diffère un peu de l'énergie moyenne fixée par le champ du spectromètre. Ce spectromètre peut également tourner autour de la cible. Il est télécommandé et son positionnement est obtenu automatiquement à 3 secondes d'arc près. Contre les radiations, un important système de protection est prévu. Les salles de cible sont couvertes par des bacs à eau mobiles et l'ensemble de l'accélérateur est entouré d'un épais blindage de terre et de béton. Une fois le faisceau établi, l'expérience est dirigée et contrôlée de la salle de mesure associée à la salle de cible. Le physicien surveille le courant de l'accélérateur ou bien règle la position et le courant du spectromètre. Il peut encore commander la position de la cible. C'est dans cette salle que les résultats sont enregistrés. Le courant des électrons qui traversent la cible est lu sur un intégrateur relié à un voltmètre. D'autre part, les compteurs associés au spectromètre délivrent les impulsions de tension qui sont comptées par des échelles ou analysées par un sélecteur. Dans ce dernier cas, elles sont classées suivant leur hauteur. Les compteurs fournissent des résultats bruts qui font souvent l'objet de calculs très complexes pour être utilisés dans le cadre d'une théorie. Ces résultats sont souvent présentés sous forme de spectres. Les expériences déjà effectuées ont permis d'obtenir des informations sur la structure électromagnétique de nombreux noyaux et de leurs constituants, protons et neutrons. Les chambres à étincelles constituent une autre méthode de détection des particules. Les particules déviées, issues de la cible dans une direction choisie, sont canalisées pour être focalisées sur les chambres à étincelles. Celles-ci fournissent une observation visuelle des trajectoires des particules.
Les étincelles qui suivent les trajectoires sont photographiées. Chaque photo est analysée. Parmi les diverses possibilités d'utiliser les électrons auxquels l'accélérateur a donné une grande énergie, citons l'utilisation d'un anneau de stockage et de collision. Ce type d'appareil permet de maintenir en rotation des particules de très haute énergie sur une orbite fermée. Les particules tournent dans une chambre de forme torique dans laquelle on a fait un vide extrêmement poussé atteignant 1 milliardième de millimètre de mercure. Des aimants courbent les trajectoires pour les refermer sur elles-mêmes et des lentilles magnétiques limitent l'amplitude des oscillations des particules autour de l'orbite idéale. L'anneau du laboratoire de l'accélérateur linéaire d'Orsay, que l'on voit ici à un stade de sa construction, pourra stocker des électrons de haute énergie que l'on fait tourner dans un sens et leurs antiparticules, des positrons, que l'on fait tourner dans le sens opposé. Il en résulte des collisions de très haute énergie au cours desquelles de nouvelles particules peuvent être créées, telles que muons, mésons pi ou mésons K. Cet anneau de collision est maintenant achevé. On va pouvoir étudier grâce à lui certains processus nouveaux dont on espère tirer des renseignements fondamentaux sur la structure de la matière. À l'extrémité de l'accélérateur, une nouvelle salle d'expérience vient d'être équipée. Ces dimensions ont permis l'implantation des très grands spectromètres nécessaires pour les énergies maintenant utilisées. Cet accélérateur linéaire d'Orsay est un exemple de la complexité et de la taille imposante des machines de la physique des hautes énergies, machines qui sont strictement essentielles à la compréhension de la structure la plus intime de la matière.